Bonjour Méliane. Bonjour Rachid. Dans toutes les familles, on se prépare à accomplir l'acte de sacrifice, mais si on lit la presse, on aura les derniers conseils. Et oui, c'est le jour J, le jour tant attendu Rachid, et à quelques heures du début des festivités, la presse nous offre quelques conseils, notamment l'ONSA à travers Maroc Diplomatique, qui nous donne des conseils pour bien conserver notre viande et éviter tout risque sanitaire. Alors quels sont ces conseils? D'abord évidemment des règles d'hygiène, il faut s'assurer de la propreté de l'environnement d'abattage et aussi il faut examiner minutieusement les organes comme le foie et les poumons juste après l'éviscération. Et enfin, respecter scrupuleusement la chaîne de froid en plaçant la viande au réfrigérateur dans les 2 heures qui suivent pour éviter bien évidemment toute prolifération bactérienne. Des conseils auxquels s'ajoutent aussi des appels à notre responsabilité commune. Média 24 nous partage aussi l'appel de la SRM, la Société régionale de distribution de Casablanca-Stade, qui veut justement nous rappeler de ne pas surconsommer de l'eau pour évidemment anticiper tout risque de pénurie ou de baisse de pression sévère de l'eau. La société rappelle notamment une consigne cruciale pour la sécurité urbaine, ne jeter sous aucun prétexte les déchets et résidus du sacrifice dans les canalisations afin d'éviter l'obstruction totale des réseaux d'assainissement liquide de la région. Autre recommandation également partagée cette fois-ci par Média 24, c'est justement pour les personnes qui aujourd'hui prennent la route pour passer ce moment en famille. Donc la NARSA et Autoroutes du Maroc mettent aujourd'hui en garde pour éviter donc les bouchons. Il y aura des pics aujourd'hui au niveau des autoroutes entre 15h et 22h et pour dimanche, date de retour de nombreuses personnes, même chose sur les mêmes plages horaires. Faites également attention à la canicule où certaines régions vont afficher des températures qui frôlent les 45 degrés. Et puis, simplement, roulez responsable, mettez vos ceintures, prenez une pause chaque 2 heures pour éviter la fatigue et assurez-vous aussi de la stabilité des pneus et aussi des freins avant le départ. Mais surtout, évidemment, le conseil le plus important aujourd'hui, c'est de se souvenir de la symbolique de cette fête qui doit être un moment de spiritualité, de partage et de solidarité. On le sait, comme le rappelle l'Observateur cette année, les préparations de la fête ont aussi été synonymes de frustration à cause des prix élevés du mouton, entre 4 000 dirhams pour les bêtes les plus petites jusqu'à 8 000 dirhams. Alors une pensée pour toutes les familles qui ont dû faire des sacrifices pour préserver cette tradition et aussi pour celles qui ont parfois dû y renoncer avec beaucoup de pudeur et de dignité. Et pour terminer, Eid Moubarak à toutes et à tous. Et à vous aussi Rachid. Merci à vous aussi. Myriam, il a une bonne tête le mouton qui est derrière vous. Oui, c'est lui la star du jour en fait. Allez, la presse qui dit aussi que la croissance africaine ralentit. Oui, c'est ce que prévoit du moins la BAD pour cette année et ce que justement analyse Sika Finance pour cause une croissance ralentie sur fond de tensions au Moyen-Orient. On le sait, cette semaine, il y a les assemblées générales de la BAD qui sont en cours et qui se clôturent le 29 mai, soit après-demain, le vendredi. Et les chiffres de la croissance du continent ont été donc revus à la baisse. La BAD table désormais sur une croissance de 4,2% pour cette année contre 4,4% l'année dernière. Alors, à quoi est-ce dû? On l'a dit d'abord, les tensions géopolitiques persistantes qui durent depuis un certain moment au Moyen-Orient, qui ont donc créé une instabilité mondiale, fait fluctuer le prix de l'énergie et des matières premières, ce qui a lourdement pesé sur les pays africains importateurs nets de pétrole. Et pourtant, cette analyse qui est issue d'un rapport aussi de la BAD a fait ressortir un pays qui avance malgré ces instabilités. Ce pays, c'est le Maroc, c'est ce que nous indique en particulier aujourd'hui le matin. Le Maroc qui devient la première économie industrielle du continent africain et qui dépasse d'ailleurs l'Afrique du Sud. Alors comment est-ce que le Maroc a réussi ce tour de force? Grâce à la montée en puissance d'écosystèmes industriels structurés à forte valeur ajoutée comme l'automobile, comme on le voit ici à l'image l'aéronautique et même aussi le textile. Et ce qui a été transformateur, c'est également la diversification des exportations et les infrastructures logistiques du pays. Mais le rapport de la BAD alerte tout de même sur un constat, l'Afrique tout entière ne représente encore que moins de 2% de la production manufacturière mondiale. En cause, la fragmentation des marchés, la faiblesse du commerce intra-africain qui, lui, ne dépasse pas les 14,4% et surtout le manque d'intégration. Et donc, toujours durant ces assemblées générales, un chef d'État a voulu faire passer un message fort
au profit de l'intégration régionale. Et comme l'indique la Nouvelle Tribune, ce chef d'État, c'est Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a annoncé la suppression totale des visas pour tous les ressortissants africains dès l'année prochaine, dès 2027. Le Congo devient donc le 7e pays africain à faire tomber ces barrières administratives. L'idée, c'est donc de faire de la ZLECAf un vrai levier de croissance. C'est donc une décision qui rappelle que pour construire un véritable marché africain, le continent devra produire davantage et commercer aussi plus entre pays africains. Mais cette intégration ne pourra être durable sans permettre, disons-le, une libre circulation des citoyens africains eux-mêmes. La presse nous parle aussi de robots bientôt plus humains que nous-mêmes. Eh oui, car bientôt, ils auront peut-être même le droit de vote, car ils ont aujourd'hui même leur pièce d'identité. C'est ce que nous indique aujourd'hui le bigdata.fr. Et donc, c'est une idée qui a été mise en place aujourd'hui par la Chine. Et cette carte d'identité, aujourd'hui, elle permet d'identifier tout simplement les robots. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une sorte de carte qui utilise plusieurs codes. D'abord, le code pays, le code du fabricant, le code modèle et enfin le numéro de série du robot. C'est donc une carte qui va être associée au robot durant toute sa durée de vie, de sa fabrication jusqu'à la dernière étape du recyclage. Alors l'idée, c'est surtout de faire face à cette augmentation de la production de robots. À cette date, aujourd'hui, c'est plus de 508% de croissance de fabrication, en particulier dans le monde entier. C'est plus de 18 000 robots qui ont été commercialisés sur 200 modèles partout dans le monde. Et donc, c'est des robots qui pourraient avoir même une volonté, pas une volonté parce qu'ils n'en ont pas encore aujourd'hui, mais c'est des robots aujourd'hui qui pourraient même être dans le quotidien, notre quotidien le plus intime, notamment celui des seniors. C'est l'idée aujourd'hui qui est partagée par Courrier International, mais qui a créé un vif débat aujourd'hui en Chine. Pourquoi? Parce que l'idée, évidemment, c'est de pallier à la pénurie de soignants, mais ce qui est critiqué aujourd'hui en Chine, c'est que, évidemment, la machine, ça ressemblerait peut-être à cette image, une machine qui peut faire des tâches assez physiques, assez administratives, mais elle ne peut pas aujourd'hui assurer un contact humain authentique avec les seniors qui en ont évidemment besoin, ce qui les condamnerait aujourd'hui à un isolement émotionnel et donc ce serait un danger pour leur santé mentale. Donc on voit qu'aujourd'hui, les robots plus humains que ce qu'on le pensait, surtout parce qu'ils font des métiers que l'on pensait difficilement faisables par la machine. Autre métier aujourd'hui que les robots pourraient faire à la place des êtres humains, c'est le tri de robots. C'est ce que nous indique France Info. En effet, les robots ont été au sujet d'un test où pendant 24 heures, ils ont trié des colis en toute autonomie devant des dizaines de milliers de spectateurs en ligne. Pendant 24 heures, on a eu Bob, Franck et Gary qui ont réussi cette prouesse. Alors, qui sont ces gens? Ce sont tout simplement les noms donnés à ces robots humanoïdes qui ont trié, donc on l'a dit, sans aucune intervention ni supervision, plus de 28 000 colis en ce temps record. C'est donc un signal massif pour un secteur, on le sait, qui emploie des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais est-ce que le seul danger de ces robots humanoïdes, c'est le fait de perdre des emplois? Non, c'est ce que nous indique aujourd'hui South Florida Media. Il y a d'autres risques à la perte d'emploi. Il y a surtout, premièrement, l'espionnage de notre vie privée parce que ces robots ont de véritables systèmes de surveillance mobile. Ils sont dotés de caméras, de micros et de reconnaissance faciale connectés à un cloud. Ils enregistrent tout en temps réel. Deuxième risque, le piratage. Oui, les hackers peuvent pirater les robots. Leurs mouvements et déplacements et évidemment causer des risques énormes, sans compter sur l'intelligence artificielle sur laquelle ils se fondent et qui fait encore beaucoup d'erreurs d'interprétation. Aujourd'hui, en somme, dans cette course mondiale à la commercialisation, les entreprises avancent parfois plus vite que les protections en cybersécurité. Se pose alors cette question aujourd'hui qui, pour moi, est sans réponse. Jusqu'où les robots vont-ils transformer ce que nous considérons encore aujourd'hui comme profondément humain? Effectivement. Nous sommes en tout cas, quoi qu'il arrive, le mercredi 27 mai 2026. Quel autre 27 mai avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire bien humaine, cette fois-ci, d'une date qui marque la naissance d'un des plus grands esprits du monde arabo-musulman. Nous sommes le 27 mai 1332 et à Tunis naît un enfant nommé Abdelrahman ibn Mohammed ibn Khaldoun. Issu d'une grande famille andalouse d'origine yéménite établie au Maghreb, cet homme va connaître une vie extraordinaire de juriste, de conseiller politique
scientifiques et de diplomates voyageant à travers l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Mais ce qui va surtout le rendre célèbre, c'est un livre, Muqaddima. Et dans cet ouvrage, il cherche à comprendre comment naissent les civilisations, pourquoi elles deviennent puissantes et puis pourquoi elles finissent parfois par disparaître. Des siècles avant, les sociologues modernes, Ibn Khaldoun analyse déjà les rapports de pouvoir, les dynasties, l'économie ou encore le rôle de la cohésion sociale dans la stabilité des sociétés. Il développe notamment une idée devenue célèbre, la Asabiyya, cette solidarité collective qui unit un peuple et qui peut faire naître ou tomber des empires. Aujourd'hui encore, ces analyses continuent d'être étudiées dans les universités du monde entier. Le 27 mai 1332 célèbre alors ces penseurs dont les idées traversent les siècles parce qu'elles continuent encore à nous aider à comprendre un monde, lui, Rachid, qui ne cesse de bouger et d'évoluer.